Merci à tous pour les questions. Et puis, bon, j'apprends des choses aussi en même temps, c'est très bien. Pour la deuxième partie, c'est les nouvelles cultures, les nouvelles opportunités que les modifications du climat vont nous apporter, vont nous permettre. Évidemment, il y en a énormément, hein. Donc, il y a la vigne, on voit qu'il y a de plus en plus de vins wallons. On parle de quinoa, on parle de sorgho. Euh, les lentilles aussi, même si c'est un petit peu, ça vient moins de moins loin, je veux dire, on en a de plus en plus. Nous, j'en ai fait aussi cette année. Moi, je vais me concentrer sur les trois photos le plus, c'est ces trois photos les plus hauts dans la diapo. Donc, le blé dur, le tournesol et le pois chiche. Donc, pour le blé dur, on est cette année, c'est notre troisième saison d'implantation de cette culture. Donc, c'est une culture qui était historiquement cultivée autour du bassin méditerranéen. C'est aussi cultivé au Canada, c'est aussi cultivé dans d'autres régions du monde. Mais c'est une culture qui était totalement absente de tout ce qui est nord de Paris et bien sûr de la Belgique. Alors, dans cette culture, dans ces essais ici, on voit la culture, elle est ici. Hein. Ça, c'est un essai à Coste il y a 2 ans. On voit les différentes répétitions. Il y a 6 répétitions, 2 répétitions non traitées, 4 répétitions traitées. Voilà à quoi ressemblent nos essais. Ici, le vert plus pâle, c'est vraiment une des caractéristiques du blé dur par rapport au blé tendre. Et là, ce n'est pas une culture jaune, ça c'est la rouge jaune sur une variété fort sensible dans le non traité. Donc, on a commencé avec 11 variétés, puis 17 variétés, puis 25 variétés, et cette année, on en est à une trentaine de variétés testées. On a tout doucement élargi la gamme aussi de nos variétés. On a démarré avec des variétés françaises, puisqu'on s'est dit, voilà, c'était le plus logique. Puis on a ouvert à des variétés allemandes, italiennes, et cette année, on est passé bien plus, on a ouvert encore beaucoup plus à toute l'Europe, et on a des variétés qui nous viennent maintenant de Pologne, d'Autriche, de Hongrie, de Croatie, etc. Donc il y a quand même une très très grande encore diversité au niveau du blé dur, parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va le mieux convenir pour nos régions. Alors, les freins historiques au développement du blé dur, ce qui a été reproché, les choses qu'on a entendues, nous, quand on a dit, voilà, on va tester le blé dur il y a 2 ans, on a subi quand même pas mal de moqueries. Et on a dit, non, c'est pas possible en Belgique, les hivers sont trop froids, il ne fait pas assez chaud, les fins de cycle sont trop humides, il pleut tout le temps en juin, en juillet, ça ne marchera pas. Bon, ça, vous entendez ça tout souvent, mais c'est pas grave, vous passez à travers. Il y a des choses qui ne sont pas totalement fausses. Hein. Si on parle de est-ce que les hivers sont trop froids? Donc ici, je remis la série avec les minima. On se rend compte que les derniers hivers sont moins froids. Maintenant, si on regarde les tendances au niveau statistique, ce n'est pas significatif. Ça veut dire qu'il pourra très bien encore avoir des hivers froids, peut-être qu'en 2020, peut-être qu'en janvier prochain, on aura moins 20, comme on a eu en 2009, moins 17, comme en 2011. C'est quand même il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est vraiment pas à exclure. Donc, ces températures très froides, on peut les avoir. On a une tendance à des hivers de plus en plus doux. Maintenant, ici, c'est une tendance, autant on avait vu pour les maxima que là, par contre, c'était très, très net. Donc ça, on ne peut pas exclure. Mais est-ce que c'est foutu pour autant? Est-ce que si on a des températures de moins 10, moins 15, est-ce qu'on va perdre la culture? On n'a pas encore, nous, pu répondre à cette question, vu que les 2 hivers qui ont précédé n'étaient pas suffisamment rigoureux. On a des tests froids cette année implantés au niveau de l'Ardenne, à Ouarampage, donc à 450 mètres d'altitude. Bon, on espère avoir plus de réponses cette année. Maintenant, le froid ne me fait pas spécialement peur parce qu'on va trouver des variétés qui sont tolérantes. Voilà. Ici, par exemple, on ne sait pas si les variétés françaises résisteront. Les Allemandes ont déjà plus de chance, les Autrichiennes encore plus. Et on a des variétés qui nous viennent de Hongrie, dont les sélectionneurs nous affirment qu'elles résistent à moins 15. Donc, des variétés de blé dur résistantes au froid, ça existe. Donc, on va voir si les variétés les plus utilisées, comme les françaises, sont suffisamment résistantes, mais si elles ne le sont pas, ce n'est pas pour autant que la situation est désespérée. Donc, on a ces résistances à l'hiver, ces résistances à l'hiver tardif.
Moi, ce qui me fait plus peur, c'est exactement la même chose que ce qu'on a observé en escourgeon, c'est les problèmes de stérilité avec les seins de glace, hein, les stérilités au niveau des épis, les destructions d'une partie de l'épi due au gel. Et donc, les seins de glace ont été très forts cette année et on a vu des très grosses différences avec des variétés italiennes qui ont vraiment pris de plein fouet ces froids et ont très mal réagi par rapport à ça. D'autres variétés, par contre, s'en sont très très bien tirées. Donc là aussi, il y a l'aspect précocité, il va être trop précoce, mais les Italiens étant plus précoces, mais en même temps, il y a des tolérances variétales aussi qu'il faut mieux connaître. C'est pour ça qu'on est loin encore de pouvoir affirmer, voilà, telle variété sera la meilleure. Il y a encore de la recherche, il nous faut des situations diversifiées, il faut des années, des hivers différents, des printemps différents pour pouvoir trouver les meilleures variétés. Et quand on trouvera les meilleures variétés, ce ne sera pas une variété pour la Wallonie, il y aura certainement une variété pour l'ASB et le Hainaut, une variété pour le Condroz, une variété, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller au niveau, si on pourra aller un jour en Ardennes, j'espère. Mais voilà, c'est un fameux challenge. Alors, maintenant, on va se dire que dans le pire des cas, si on implante pour le moment notre blé dur, souvent ici au début novembre, si maintenant on en vient à perdre la culture à cause du gel, il y a une petite solution de rattrapage, donc qui n'est jamais très agréable, mais enfin qui fonctionne bien. Il faut savoir que les blés durs sont à 99% des blés alternatifs. Donc, ils sont tout à fait aptes à être ressemés en février ou en mars. Donc, on a vu l'année passée avec les semis de mars que au niveau du rendement, c'était beaucoup moins bon, hein. On n'arrivait qu'à 6 tonnes, 5-6 tonnes. Mais l'année passée, si on se rappelle, il n'y a plus jusqu'au 21 mars. Donc, les semis de printemps ont été très tardifs. Si on prend l'année d'avant, ça se montrera après, mais là où on a pu semer au 20 février, c'était nettement meilleur. Mais en tout cas, il y a toujours cette solution de pouvoir ressemer la plupart des blés durs. Il y en a un seul qui déroge à la règle, il s'appelle Winter Gold. Comme ça, rien qu'avec le nom, on sait qu'il est Winter. Et donc, lui, il est que Winter. Et donc, mais tous les autres, jusqu'à présent, tous les autres blés durs testés sont alternatifs et peuvent être ressemés plus tard. Alors, est-ce que la fin de cycle est trop humide? On a déjà eu quelques réponses dans la première partie de l'exposé, mais ici, j'ai repris la somme des précipitations que j'ai mis par saison. Donc ici, en jaune, vous avez la saison été et en vert, la saison printemps, avec la quantité, donc le nombre de litres par mètre carré qui est tombé sur la saison, depuis 2000 jusqu'à 2020. Et il ne faut pas être... ça se voit très très fort déjà comme ça. Ça se voit évidemment encore mieux si, ici c'est exactement les mêmes données, hein, les mêmes données, mais simplement j'ai remplacé les histogrammes par des courbes, des droites, et avec ici les droites de régression. Et que nous disent ces droites de régression? Ça nous dit que pour été, chaque année, on a presque 5 litres de moins pour la saison été que l'été qui a précédé. Donc c'est ça que ça veut dire, le moins 4,8. Et pour le printemps, moins 2,3, eh ça veut dire que aussi on a moins 2,3 litres de moins chaque printemps. Donc on a cette tendance, on ne sait pas si ça va continuer, hein, d'accord, mais pour le moment, elle est très nette. La diminution des pluies printanières et estivales, c'est quelque chose dont on parle peu parce qu'en fait, au niveau de l'année, il y a une augmentation des pluies de l'hiver, des pluies hivernales. Et donc, ça se compense. Et quand on regarde les précipitations globales pour la Belgique, on ne voit rien. Mais si on vient venir chercher saison par saison, alors là, on voit que ça change tout. Et ce n'est pas un effet Jean Bloutois, parce que donc, les données que j'ai montrées avant, c'est bien sûr la station IRM d'Ernage de Jean Blou. Mais ici, cet effet-là, de diminution des pluies printanières et estivales, il se marque dans toutes les stations météo réparties sur l'ensemble du territoire. Alors, les rendements qu'on a obtenus ces dernières années, enfin ces 2 dernières années, donc ici avec protection fongicide et là les rendements non traités, on voit que les rendements avec protection sont de l'ordre de 9-10 tonnes pour les meilleures variétés.
Bon, il y a une exception, c'est pour les variétés italiennes, ici, qui ont, comme je l'ai dit, ont souffert vraiment de dessin de glace. Mais sinon, on a des rendements qui sont très, très, très élevés par rapport à ce qui est obtenu en France. Bon, ben, on a des très bons sols, hein. Acos, c'est l'ASB. C'est en froment, dans cette aire-là, parce que l'essai est entouré de froment, on était cette année à 13 tonnes. Donc, on a un déficit de rendement entre le blé dur et le blé tendre et le froment, mais qui doit bien sûr être compensé par le prix. Si on prend le prix à la tonne sur les 10 dernières années, on a une moyenne de 150 € la tonne pour le blé tendre, on a une moyenne de 230 € la tonne pour le blé dur. Donc, les deux ensemble, normalement, on s'y retrouve. Ici, on voit dans les essais non traités, on voit qu'il y a des très très fortes différences variétales. Et donc, bien sûr, qui sont très intéressants. On a des variétés comme Aristide qui résistent très très bien à l'ensemble des maladies, et surtout à la rouge jaune, qui est de nouveau ici la maladie la plus préjudiciable pour le rendement. On a des variétés comme Fulgur et Relief qui sont elles, très 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 sensibles, et donc qui ne peuvent absolument pas être cultivées. Donc, pour les questions sur le bio, oui, sans doute, il y a des variétés qui peuvent être cultivées sans doute en bio. Il faut continuer les tests parce que le problème, ça ne va pas spécialement être le rendement, ça va être la qualité et notamment la teneur en protéines. Parce que ici, on a dit, ben voilà, je dis du mal des variétés italiennes, mais si on regarde Don Matteo avec Wheaton, c'est pas si mal que ça. Quand on regarde qu'au niveau de la teneur en protéines, eh ben, c'est des variétés qui atteignent 16%. Il faut atteindre, à l'optimum, il faut atteindre au moins 14% pour un blé dur, pour pouvoir faire de la bonne semoule, pour pouvoir faire des pâtes. Donc la qualité a certainement au moins autant d'importance que le rendement, voire plus. Mais donc, on pourra jouer sur des variétés plus de qualité, des variétés plus de rendement. Pourquoi pas combiner les deux. On a vu Aristide qui était très, 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 très bonne au niveau des rendements, ici, y compris en non traité. Et au niveau il y a une dilution, une légère dilution de la protéine. Donc voilà, c'est une des rares variétés qui n'avait pas atteint 14. Elle était à 13,9, donc elle n'était pas loin. Mais donc on pourrait, au niveau des lots ou au niveau des champs, ça on peut toujours encore essayer, faire bien sûr des mélanges et combiner des variétés plus de qualité comme Don Matteo par exemple. Donc ça, c'est les teneurs en protéines. Les teneurs en protéines, en fait, influencent tout le reste de la qualité. Donc, on a le mitadinage, c'est la structuration des protéines. Quand en fait, on a des grains mitadinés, le grain n'est plus vitreux, il ressemble à un grain de froment. Donc, si on coupe le grain, il n'est pas vitreux, il est blanc à l'intérieur. Et donc, ça, on peut en accepter pour pouvoir faire des pâtes que 20 à 30%. Mais si on arrive à avoir 14-15% de protéines, la tendance au mitadinage diminue fortement. Il y a d'autres problèmes aussi. Donc, la teneur en protéines est importante par elle-même, mais elle est surtout importante aussi parce qu'elle permet de diminuer les autres problèmes de qualité. Donc, je ne vais pas parler de tous les problèmes comme l'ACBER ou l'hydratation ou les gluten, ce n'est pas aujourd'hui, mais en fait, juste pour inciter sur le fait que la qualité est très très importante. Et ce qui affectait principalement la qualité, c'était d'avoir des pluies au mois de juin, des pluies juste avant la récolte. Et c'est quelque chose qu'on a de moins en moins, qu'on aura peut-être encore. Et ça, cette année-là, ça ne marchera pas et le blé dur devra être reversé en blé fourragé. Mais voilà, comme on l'a dit, c'est de moins en moins. Alors, c'est un pari que pas mal d'agriculteurs ont tenté déjà cette année. L'année passée, il y avait 90 hectares de blé dur en Wallonie. Cette année, j'en connais déjà 700 hectares qui ont été implantés au jour d'aujourd'hui. Donc, on est le 24 novembre, je crois. Il y en a au moins 700 hectares. Donc, on saura par la suite s'il y en a un peu plus ou pas. Mais c'est déjà, pour une nouvelle culture, c'est quand même très impressionnant. Et ça montre vraiment combien il y a une demande de renouvellement, un questionnement des agriculteurs sur voilà, mais qu'est-ce que je peux encore faire, qu'est-ce que je peux faire contre en voyant les cultures qui souffrent de la sécheresse. C'est clair qu'un blé dur, ça résiste nettement mieux à la sécheresse qu'un escourgeon. Voilà, alors la deuxième culture dont je veux parler, c'est le tournesol. Donc là, j'ai mon équipe B, parce que bon, comme le tournesol, c'est très très novateur chez nous, il y a pas encore, les autorités n'ont pas encore suivi. Donc, vu l'urgence climatique, on a décidé, moi et mes enfants, là, il n'y en a que 2 sur les 3,
mais de ne pas attendre et de commencer. Donc, sur notre petit terrain d'1 hectare, ben, on s'est lancé et on a fait un essai variétaux avec 9 variétés. Bon, on l'a fait comme si c'était un grand essai, donc les données, vous allez voir, sont tout à fait identiques à ce qu'on aurait pu faire au niveau de l'équipe. Au niveau des freins historiques, ben, là, on parle toujours de températures trop fraîches, donc pas assez de température sur l'ensemble du cycle, et puis des conditions trop humides à la récolte ou juste avant la récolte que l'on situait en septembre, octobre. C'est vrai que des gens ont fait des essais tournesol par le passé, il y a 20 ans, 30 ans, on a rapporté et ça avait été une catastrophe. Bon ben voilà, le climat a fameusement changé depuis 20-30 ans, maintenant vous en êtes convaincus. Les variétés aussi ont changé, les sélectionneurs ont bien travaillé, donc on a des variétés de plus en plus précoces et on va voir ce que ça peut donner. Donc, chez nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a semé le 27 avril. On a visé 10 plantes par mètre carré. C'est la densité qu'on a visée. Bon, ça, on peut avoir plus, on peut avoir moins. Ça, c'est une grosse question, mais ce n'est pas la première question qu'on s'est posée. Donc, ici, vous avez les cotylédons. La fertilisation, on a mis 60 unités au semis et puis on n'a plus rien mis. Donc, c'est une culture, le tournesol, qui est peu demandeuse en intrants. C'est une culture qui se développe vite, même en conditions sèches. Donc ici, ben, il y a justement des nuages ce jour-là, mais vous avez vu, c'était très sec quand même cette année. En fait, le tournesol a aussi le blé dur, il résiste mieux à la sécheresse, le tournesol aussi. Ils n'ont pas les mêmes méthodes. Le tournesol apprécie vraiment l'eau, mais surtout, il est très économique en eau, dans le sens où vous voyez ses feuilles. En fait, dès qu'il pleut, il place ses feuilles en goulotte. Et donc, il réceptionne l'eau. Et puis, même au niveau j'aurais dû faire une photo, au niveau du pétiole, vous avez une espèce de gouttière. Il va ramener l'eau à son pied. Et donc, après une pluie ou pendant une pluie, vous pouvez observer au sol, vous voyez les 10 cm qui entourent chaque pied sont trempés et le reste est tout à fait sec. Donc, c'est vraiment une culture très efficiente en eau. Il faut de l'eau, mais quand il y en a, ben, il la valorise au maximum. On sait tous qu'il valorise aussi la lumière. Donc, on pense tous que le tournesol, ben, on sait que la fleur pourrait se diriger vers le soleil, mais en fait, ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est que toute la plante se tourne avec les feuilles et incline ses feuilles gauche, droite, haut, bas, vraiment pour maximiser la captation de l'énergie lumineuse, donc la photosynthèse. Donc, c'est une culture qui va assez vite. Au départ, il faut faire attention aux oiseaux. Mais bon, comme dans beaucoup de cultures maintenant, désormais, les oiseaux sont comme un problème. Je parle ici des pigeons et des corneilles, pas de tous les oiseaux. Alors, on arrive à la floraison entre le 10 juillet et le 10 août. Donc, la floraison, ben, on a parlé tantôt du colza. Ben, la floraison en tournesol, ben, c'est joli aussi, comme au colza, ça a une meilleure odeur pour moi. Et surtout, la floraison est très, très, très avantageuse pour les bourdons, les abeilles, qui sont vraiment très, très, très nombreux pendant toute la période. Alors, je ne sais pas si pour les abeilles, c'est la bonne période pour les nourrir ou je ne sais pas. Mais en tout cas, je parle des abeilles domestiques, mais en tout cas, pour tout ce qui est insectes sauvages, abeilles solitaires, c'est vraiment une très, très belle culture. Et on a bien sûr besoin d'eux pour la fertilité des graines. Il y a quelques maladies. Donc, j'ai dû les chercher. Ici, j'ai tout mis sur le même slide, donc ça paraît beaucoup. Mais on a observé, parce que je pense être du Phomopsis, je suis encore loin d'être un spécialiste, du Phoma, mais en quantité très très faible. Donc, bien sûr, il y a des différences variétales importantes, mais ça, j'ai pu le lire dans tous les rapports qui sont faits en France notamment, mais moi, je n'ai pas pu l'observer parce qu'il n'y avait pas assez de maladies, évidemment, sur nos essais. Par contre, ce qui est très très clair dans le choix variétal, ce qui est prépondérant déjà chez nous, c'est l'averse. Donc, il y a des variétés qui sont sensibles à l'averse. On voit ici une variété catastrophique, donc vous n'entendrez certainement plus jamais parler, et une variété qui résiste nettement mieux. Donc ça, c'est un critère très très important et qui est pris en compte pour le choix des variétés qu'on conservera pour l'année prochaine. Donc voilà les résultats. Il y avait une variété très sensible et puis deux autres moyennement sensibles. Bon, ben c'est quand même tout de suite un problème, l'averse. Alors, au niveau du remplissage, en fait, l'objectif, c'est d'arriver à 9% d'humidité. Donc, le remplissage va assez vite. Les tournesols changent très rapidement de couleur. Et ici, c'est une phase
une phase cruciale, une phase qui peut être difficile, parce que donc, le capitule s'incline, et s'il pleut beaucoup à ce moment-là, l'eau va stagner sur le capitule. Et c'est là qu'on peut avoir des problèmes, parce qu'on va avoir un développement de sclérotinia. Et là, en plus, le capitule met beaucoup de temps à sécher, contrairement aux graines qui, elles, sèchent vite. Le capitule, lui, fait un peu éponge. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter les périodes de pluie à la récolte. C'est pour ça qu'il faut viser des récoltes, certainement pas en octobre, même pas en fin septembre, mais des récoltes avant le 20 septembre. Et alors, on évite les problèmes. Autre façon d'éviter les problèmes de sclérotinia, choisir des variétés résistantes. Ça existe de plus en plus. Donc, j'ai dit, il y a des grosses améliorations. Ça en est une parmi d'autres. Ces résistances aux maladies sont bien sûr prépondérantes dans le choix. Alors, ici, pas assez de température. Donc, petit rappel, bon, pour la plupart d'entre vous, ce ne sera pas nécessaire, mais comment on calcule une somme de température? ST6, c'est la somme de température en base 6, c'est celle qu'on utilise pour le développement du tournesol. Donc, on va d'abord prendre la température moyenne de chacun des jours, c'est la courbe verte, hein, entre max et min. Je considère que cette courbe de température moyenne journalière, je viens la comparer à la base 6. Pourquoi 6? C'est parce que pour le tournesol ne valorise que les températures qui dépassent 6 degrés. Si on prenait le froment, la base est à 0, il faut 100 degrés jour pour faire une feuille de froment. Si vous prenez des insectes, souvent ça marche aussi avec des sommes de température. Pour la cécidomie, le passage de la larve à l'adulte, la nymphose, requiert 160 degrés jour en base 7. Donc chaque organisme a sa température de base. Pour le tournesol, c'est 6 degrés. Et donc, on vient ici reprendre pour chacun des jours. Donc, par exemple, pour le 6 mai, il a fait 10 degrés. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 degrés jours qui sont comptabilisés pour cette journée-là. Pour le 26 juin, 22 degrés, température plus élevée, là, il y a 16 degrés jours qui sont valorisés. Donc, on fait en fait la somme de toutes ces températures durant le développement, du semis, le 27 avril, jusqu'à le 13 septembre. Pourquoi le 13 septembre cette fois-ci? C'est parce que c'est la date à laquelle ma variété les plus précoces, donc Durban et Bella, sont arrivées à 9% d'humidité. Et on voit que le développement du tournesol a nécessité 1456 degrés jour pour les variétés les plus précoces. Pour les variétés moyennes type Toscana, c'était 1524. Et pour la variété la plus tardive, Citalento, c'était 1600 degrés jour. Donc, ici, c'est la façon donc c'était les récoltes, je les ai étalées sur plusieurs jours, hein, puisque comme les variétés étaient quand même très différentes, on les a fait, comme il fallait les étaler, on les a fait à la main. Et ici, on voit le pourcentage d'humidité, hein, qui allait de 6 à 13. Donc la plupart étaient déjà vraiment bien mûrs le jour de leur récolte, à l'exception de Talento, dont j'ai parlé, qui est une variété pour moi trop tardive. C'est une variété qui est considérée en France comme demi-précoce. Demi-précoce, c'est trop tardif pour nous. Mais par contre, pour les autres, en faisant un calcul, une règle de 3, j'ai retrouvé la date à laquelle la variété a atteint 9%, qui est l'humidité optimale. Et donc, la question se pose, est-ce que l'année 2020 était exceptionnelle? Est-ce que ça a marché parce que c'était 2020? Est-ce que ça aurait marché les années précédentes? Et donc, ici, j'ai recalculé les sommes de température en base 6 du 20 avril, parce que je pense maintenant qu'on peut avancer la date, j'irai semer le 27, mais ça aurait sans doute été mieux et plus sécurisant de le mettre le 20 avril. Ce sera sans doute ce qui sera fait dans les prochaines années. Du 20 avril au 20 septembre. Et donc, entre ces deux dates, voici les sommes de température qui auraient été obtenues si le tournesol avait été semé ces années-là. Donc, on voit vraiment une croissance très régulière, hein, de nouveau liée au réchauffement. Et si on vient placer ici le 1450 degrés jour en base 6, qui était le seuil pour la variété très précoce, jusqu'à 1500, et qu'on vient placer pour les deux autres catégories, on se rend compte qu'en fait, les 5 dernières années auraient permis la culture du tournesol. En tout cas, il aurait pu être récolté à maturité au plus tard, au 20 septembre, parfois maintenant plus tôt. Hein.
Alors que par le passé, il n'y aurait eu que 2003, 2009 auraient été des années favorables, mais beaucoup d'années n'auraient pas permis. Donc on comprend très bien pourquoi les tests tournesol qui ont été réalisés par le passé étaient plutôt, sont arrivés à des conclusions que le tournesol n'était pas possible chez nous. C'était vrai, bien sûr, mais ça allait de moins en moins. Et quand on voit les 5 dernières années ici, ça aurait marché 5 fois sur 5, y compris pour les variétés très précoces, mais pour des variétés précoces, et puis même parfois pour des variétés plus tardives. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des variétés tardives, hein. Il faut vraiment assurer la récolte, donc il faut viser les variétés les plus précoces, parce que comme ça, on diminue fortement le risque. Et évidemment, si on va, les résultats ici ont été faits pour Jean-Loup, si on va un peu plus au nord, si on va à Nu par exemple, on sait qu'il va faire plus chaud, ça va être encore un peu plus facile. Si maintenant on descend et qu'on va à Ciné, là, il va falloir encore prendre des variétés encore plus précoces. Mais c'est possible, parce qu'on voit on a quand même de la marge cette année et on pourra encore trouver des variétés un peu plus précoces. Donc, je pense que le tournesol peut avoir sa place dans la plupart des régions de Wallonie. Alors, on m'a dit, mais oui, mais tu te bases sur les 5 dernières années, donc c'est facile. Qu'est-ce qui te dit que dans les 5 prochaines années, ça sera encore bon? Est-ce que c'est juste utiliser une boule de cristal ou pas? En fait, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit au début, c'est qu'en fait, tout ce qu'on montre ici comme données, derrière cela, il y a cette horrible courbe de hausse de température, cette droite linéaire qui continue d'augmenter. Et donc, en fait, il y a très, très, très peu de chances que ce qu'on observe ici sur les 5 dernières années s'inverse. Donc, cette courbe ici de somme de température est vraiment intimement liée au réchauffement. Et ce réchauffement-là, c'est pas, j'espère que la courbe va s'incurver, mais ça ne va pas se faire ici dans les prochaines années. C'est quelque chose qui va se faire sur le moyen terme si on réagit positivement dès maintenant pour diminuer nos consommations et notre production de CO2. Donc, autre chose qu'on ne nous enlèvera pas, donc, la première chose qu'on ne nous enlèvera pas, c'est le problème du réchauffement. Là, ici, c'est vu plutôt comme un avantage. Autre chose qu'on ne nous enlèvera pas par rapport aux cultures qu'on peut observer en France, dans le bassin de la Méditerranée, c'est le fait qu'on est situé au niveau des latitudes nettement plus au nord. Et ça, on pense que toujours, on sait tous que nos jours sont un peu plus longs en été qu'à Marseille. Là, j'ai comparé Bruxelles et Marseille, mais on pense que c'est de quelques minutes, que ça se joue à la virgule et que ce n'est pas important. Alors ici, il faut savoir que si on prend le 21 juin de cette année, on a quand même 1h07 de jours supplémentaires à Bruxelles par rapport à Marseille. Ce n'est pas négligeable. Sur aux équinoxes, c'est la même chose. Mais si on cumule toutes ces minutes, donc ici, les minutes et les heures supplémentaires de Bruxelles par rapport à Marseille, c'est ce que vous avez en bleu ici au-dessus. Donc toute cette zone, c'est des heures de jours que nous avons et que les Marseillais n'ont pas. Et donc, le total, c'est 123 heures entre le 1er avril et le 30 septembre, donc durant l'ensemble du cycle du tournesol ou du pois chiche, la même chose. Et donc, ces 123 heures sont très loin d'être négligeables et c'est quelque chose qui peut expliquer pourquoi, si vous regardez les résultats en France, pour les sommes de température du tournesol, on va parler de 1600 pour les variétés précoces, alors que nous, on observe 1450. Ce n'est pas qu'on s'est trompé ou qu'on faut, tout le monde a raison, mais c'est parce que le développement ne tient pas qu'aux températures, mais également à la photopériode. Même si on ne sait pas dans quelle mesure elle y tient, la photopériode influence et en fait, ces 123 heures de jour qui maintenant se transforment de plus en plus en heures de soleil, on l'a vu avec donc sont loin d'être négligeables et facilitent justement cette acclimatation du tournesol à nos régions. Donc maintenant, si on regarde au niveau des rendements, ces rendements sont notamment expliqués par ces longueurs de jour et ces ensoleillements. On a des rendements très, très, très élevé par rapport à ce qu'on entend en France. Il faut savoir qu'en France, on vise 25 quintaux et lors de 6 irrigations, on vise 35. Vous voyez ici, les variétés comme Bella, Toscana arrivent à 46 quintaux. Donc, on est nettement au-dessus de la moyenne française.
Et on a bien sûr, bon, toutes les variétés ne sont pas bonnes, c'est à ça que sert un essai. Ici, vous avez les 9 variétés, vous avez la variété qui était très sensible à l'inverse, vous avez la variété qui était trop tardive, vous avez une variété qui semble plus sensible aux maladies, voilà, c'est celle-là. Puis alors, ben voilà, vous avez des variétés qui ont, pour le moment, pour lesquelles on n'a pas encore trouvé de défaut. Alors, si on observe Durban et SI Arco, on a l'impression que ces variétés sont vraiment à jeter parce que le rendement est bien inférieur aux autres. Mais là, ça montre toutes les limites d'un essai. C'est que dans des essais, vous avez des biais expérimentaux. Pourquoi? Parce que ben, votre essai, vous avez des parcelles qui font 15 mètres carrés, c'est pas mal, mais il se passe sur 15 mètres carrés des choses qui ne se passeraient pas sur une terre de 1, 2, 3 hectares. Et en l'occurrence, ici, la forme du capitule à maturité, du Durban et SI-Arco, alors que les autres sont plutôt planes, comme ici, ils ont ce qu'on appelle un capitule convexe. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les petits passereaux viennent se poser ici, sur le capitule, et savent facilement atteindre les graines, et donc se nourrissent de ces grains ici. Ce qui n'est pas le cas sur une variété qui a la même précocité, comme Bella a la même précocité que Durban, mais qui a un capitule plane. Donc, si elle se pose au-dessus, elle a beaucoup de mal à atteindre les graines qui sont en dessous. Et donc, ça ne veut pas dire non plus qu'il y aura plus d'oiseaux sur des champs avec Durban ou SI-Arco, puisque mais évidemment, le dégât que vont faire ces petits passereaux sur quelques mètres, sur les quelques parcelles, donc il y avait 3 parcelles par variété et 3 fois 15 mètres carrés, est bien plus important que sur un champ où ça serait complètement négligeable. On avait ces biais expérimentaux, ben, c'est un peu notre boulot de les repérer. Et là, ça en est typiquement un, il faut faire très attention. Mais donc, certainement que ces variétés comme Durban et SI-Arco ont perdu un tiers de leur rendement, c'est plus ou moins ce qu'on a estimé sur le champ. Et si vous leur rajoutez un tiers de leur rendement, alors elles sont tout à fait compétitives par rapport aux meilleures que sont Bella et Toscana. Voilà. Il ne faut pas aller trop vite, je veux dire simplement quand on interprète un tableau de rendement, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, on m'a posé tantôt la question du colza, donc j'ai répondu en partie, mais est-ce que le tournesol peut remplacer le colza? Je pense que pour le moment, le colza est dans une sale situation. On a parlé effectivement du retrait des produits phytopharmaceutiques, on a parlé de la sécheresse au semis, on n'a pas trop parlé des virus, et on n'a pas parlé des problèmes de fertilité, mais il y en a. Il y a des virus et il y a des problèmes de fertilité qui viennent aussi, rendre la culture du colza plus difficile. Ces problèmes-là ne sont pas des problèmes que rencontre le tournesol. Il n'y a pas de virus sur le tournesol. Les insectes ravageurs, il y a bien une espèce de puceron, mais qui n'est pas vecteur de virus, et qui, dans le nord de la France, ou même jusque Paris, n'est pas très abondante. Il n'y a pas de problème de fertilité connu, et la plante résiste très bien à la sécheresse. Donc, le tournesol risque, dans les prochaines années, de concurrencer le colza. Peut-être de le remplacer si celui-ci est trop problématique. En tout cas, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais c'est quelque chose qui est partagé aussi par des experts du nord de la France. Alors, si on a encore un petit peu de temps, je me mets quelques photos du pois chiche. Donc, le pois chiche, c'est vraiment une culture, là, c'est vraiment méditerranéen. On en parle, c'est surtout aussi au Maroc et en Algérie. Donc, nous, on en a cultivé, comme ça, aussi à titre d'essai, 12 mètres sur 100 mètres, une parcelle. Et en fait, c'est une culture très facile, qui résiste merveilleusement à la sécheresse. C'est sans doute une de celles qui résiste le mieux. Donc, si à un moment, on ne sait plus rien cultiver parce que nos terres sont devenues trop sèches, eh ben, on mettra plus de pois chiches. Donc, vous avez ici la bande de pois chiches entre le tournesol et le sarrasin. Avec une maturité qui est atteinte. Ici, c'était après le coup de chaud, donc ça a jauni. Les graines étaient déjà pratiquement sèches. J'ai attendu un peu trop longtemps, je ne connaissais pas la culture, et donc la culture a reverdi. Parce que comme le sarrasin, c'est une croissance indéterminée, donc si on ne le récolte pas, ben, ça reverdit. Donc, ça, c'est juste le jour où j'ai moissonné, c'était un peu vert. Bon, j'ai ouvert le contrebatteur, et de toute façon, les graines, il y a 2 graines par gousse, 1 à 2 graines, se détachaient très très bien. Et donc, j'ai pu récolter le 10 septembre. On voit que les sommes de température, je ne sais pas si c'est la base 6 qui correspond le mieux, mais je l'ai fait comme le tournesol, c'est 1430 degrés jour. Le pois chiche était alors à 17% d'humidité et rapporté à l'hectare, les rendements obtenus étaient de 32 quintaux, ce qui est très très bien aussi. Ça, c'est plus juste pas pour vous amuser, mais
juste pour information. Mais là on n'a pas des C variétaux, on n'a pas 36 données, on n'a pas les répétitions comme on les a en tournesol ou en blé dur. Mais voilà, c'était intéressant de se rendre compte qu'une culture qui paraît vraiment typiquement méditerranéenne, en fait, devient possible. Et bon, 17% d'humidité, c'est un peu élevé, mais moi, je les ai simplement fait sécher pendant le week-end qui a suivi et on est tombé à l'air comme ça et on est tombé à 14%. Et donc, les pois chiches, ben, j'en ai encore mangé hier, ils sont très bons. Voilà, merci de votre attention. Et je suis prêt pour les questions, enfin, je crois. Ben, un tout grand merci, Guillaume. C'était très complet. J'ai une question dans le chat de Bruno de Wulf qui demande qu'est-ce qui explique que le blé dur est plus résistant à la sécheresse que le blé tendre ou l'orge? Ah, Ah, la question piège. c'est une bonne question. C'est certainement pas son système racinaire, parce que le système racinaire est moins fort que le système du froment. Donc, ce n'est pas ça. Donc, je ne connais pas la réponse. Je ne vais pas chercher ici tout de suite. Je promets de faire des recherches dès demain. Non, pas demain. Demain, je suis en congé. Dès après-demain. Mais je ne connais pas la réponse. Je suis désolé. Je peux pas Ce avoir n'est pas le réponse. système racinaire, ça c'est sûr. J'ai peut-être je ne sais pas si vous m'entendez. On Oui. t'entend très bien. J'ai peut-être une piste pour toi, Guillaume, qui est liée à l'efficience de l'utilisation de l'eau Ah oui. et à la sélection en blé dur qui a utilisé ça comme critère, en fait. OK. Mais je ne suis pas certain que ce soit juste, c'est pour ça que j'ai posé la question. En tout cas, c'est un critère de sélection qui commence à prendre de l'importance dans les cultures que nous cultivons ici. Celle dont moi je m'occupe, notamment la betterave, c'est un critère dont on espère pouvoir tenir compte. Oui, tout à fait. Mm. Merci pour la question. Je t'en prie. Guillaume, je ne sais pas si tu vois le chat, mais il y a plusieurs personnes qui te remercient pour l'exposé, qu'ils ont trouvé très intéressant et très complet. Moi, j'avais peut-être une question. Tu disais que donc, le blé dur, il y avait peut-être un risque de déclassement pour des raisons qualitatives, Oui. qu'on pouvait le déclasser en fourrage. Et ma question peut-être un peu ridicule, mais est-ce qu'il est bien appété par le bétail du fait qu'il est dur et que ce n'est pas un problème en alimentation du bétail? On a essayé de mettre, on aurait espéré avoir un étudiant en TFE sur ce sujet. C'est un sujet qu'on a proposé, on n'en a pas eu cette année. C'est une question qu'on se pose. C'est vrai, il est plus dur. En même temps, il est plus riche en protéines. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Mais on est conscient de cette question-là, mais je ne sais pas encore y répondre. C'est vraiment, ça fait partie des choses qu'on aimerait bien résoudre. À développer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main, on est un peu moins nombreux. Donc, Oui, moi, j'ai levé la main. Ah oui, bon, voilà. Pardon, vas-y, Étienne. D'abord Étienne et puis... Merci Bruno. S'agissant du blé dur, c'est sûr que, allez, on fait des pieds et des mains pour que le négoce, depuis 4-5 ans, on souhaitait sensibiliser le négoce à la nécessité d'avancer dans la qualité des blés. Bon. Nous, on est ouvert à tout, hein. Ce n'est pas un problème. Si demain, il faut faire du pois chiche, on fera du pois chiche. Même si c'est, quand on lit Jean de Florette, même si c'est Pic Bouffig qui s'amuse à en cultiver. Hein. Et pour la petite histoire, c'était le pauvre de tous ces rigolos. Hein. Mais en attendant, on cultivera si on y trouve une rentabilité et si on a des problèmes de rentabilité avec ce qu'on cultive aujourd'hui. Mais à partir du moment où le négoce nous fait faire du blé dur et qui dit en dessous de 14% de protéines, vous êtes déclassé au blé banal, c'est sûr que nous prenons un risque financier quand même important puisqu'il y a quand même 10% de rendement en moins. Et arriver à 14% de protéines et au moins 250 de Hackberg fait que, en tout cas en Condro, si on se ramasse 10 jours de pluie, quand on arrive à la maturité, il n'y a pas photo, on va être déclassé. Donc, cependant que si ça fait 13,5, le négoce va commercialiser tout de même ce blé d'une manière meilleure qu'un blé conventionnel qui va faire 11. Ça, c'est certain.
Et donc là, il faudrait que nous développions une approche de contrat plus réaliste que ce qui a été fait jusque maintenant. Maintenant, Guillaume, j'entends bien que tu n'es pas dans les systèmes de commercialisation. Toi, ton but, c'est de proposer des variétés qui tiennent la route, etc. Mais il faut entendre que derrière tout cela, nous, derrière, on a le problème de rentabilité. Non, mais Donc, je ne sais pas s'il y a un négociant dans la salle, mais j'ai vu qu'Olivier Enrault était présent. Je ne sais pas ce qu'il pense de mon commentaire, mais bon, voilà. Moi, Merci. je peux réagir, Étienne. On n'a qu'à aller les trouver et d'essayer d'avoir un contrat qui serait validé en prix juste. Je pense qu'ici, voilà, on n'a pas énormément de recul sur cette culture-là pour voir si, effectivement, sur le long terme, c'est plus ou moins rentable que le froment. Mais c'est des choses qui peuvent aussi peut-être se négocier. Il y a un gros avantage du blé dur, et je pense que c'est pour ça que l'industrie s'y intéresse, c'est qu'une partie des approvisionnements viendrait, d'après les infos que j'ai eues, du Canada, où on traite au moment des récoltes et donc on a des résidus de glyphosate sur le grain. Et de plus en plus, les entreprises sont sensibles à ça, et donc d'où le fait qu'ils s'approvisionnent en partie localement aussi. Et donc, voilà, il y a des choses à jouer. Il faudra voir avec le fil des années, avoir un peu plus de recul sur cette culture, les rendements vraiment sur le terrain et ce genre de choses. bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec Étienne, hein, mais en fait je crois qu'il n'y a pas que la question du prix, c'est toute la question de qui prend les risques. Et ça, malheureusement, c'est de pire en pire. Vous prenez tous les risques et eux, ils n'en prennent aucun. Et je ne sais pas comment faire, parce que c'est vrai que moi je suis phytotechnicien, loin d'être un économiste, mais c'est ça qui doit changer. Ce n'est pas possible, quand on voit, comme on a montré au début, qu'on va vers des années d'incertitude, parce que c'est pour toutes les cultures, on l'a montré, que le risque, vous soyez les seuls à les supporter. Donc, il faut que l'industrie supporte les risques climatiques. Et ça en est ici. Et je ne sais pas comment faire. Mais en tout cas, c'est sur ça qu'il faut travailler. Ce n'est pas seulement sur le prix juste quand ça marche bien. C'est vraiment sur qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas. Parce que ça va arriver, que ce soit sur le blé dur, mais ce sera sur les autres cultures déjà aussi. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée de parler du partage du risque, en tout cas dans le développement des filières. On n'en parle pas assez. Oui, tout à fait. C'est sûr que, allez, je le redis, le négoce a compris qu'il faut avancer dans des produits qu'on demande. Faire du blé tout venant, qu'on va conduire à Bioance, quand il y a manque de production, c'est payant. Quand on est dans une production pléthorique, ce n'est pas intéressant. Encore que bon, les marchés de matières premières risquent d'évoluer dans le bon sens, mais bon, il y a des années où c'est difficile. C'est sûr que si on a de la qualité à proposer à l'agroalimentaire, je crois qu'il faut monter dans le train. Et effectivement, il faut qu'on discute avec le négoce, il faut qu'on se mette à table et essayer de faire un système win-win. Voilà. Moi, j'ai Bruno, oui. Emmanuel. Par rapport à Guillaume, sur le tournesol, est-ce que c'est une perspective réaliste à grande échelle ou c'est quelque chose qu'on envisage ponctuellement comme ça pour développer de manière anecdotique si on se projette dans 20 ans? Alors, agronomiquement, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, comme j'ai dit, je ne suis pas économiste et je sais bien que les triturateurs vont préférer actuellement, s'ils ne sont pas obligés, acheter des péniches qui vont remplir avec des lots homogènes venant de Bulgarie et de Roumanie, parce que c'est la zone où on les produit le plus. En Europe, les gros producteurs de tournesol sont les Roumains et les Bulgares. Donc, ils n'ont pas les mêmes coûts de production que nous, on le sait bien. Donc, si maintenant il n'y a pas de frais de douane ou simplement de frais de transport, si les frais de transport sont totalement négligeables, c'est clair que vous aurez du mal à concurrencer les Roumains. Ce n'est peut-être pas l'objectif d'ailleurs. Agronomiquement, tu remplacerais. Mais agronomiquement, oui, tout à fait. Agronomiquement, c'est faisable. Ça va l'être de plus en plus. J'en suis persuadé.
Donc, Emmanuel, pour compléter ton intervention, c'est qu'on a eu par exemple une réunion avec les Goffard Sisters, donc qui sont des petites productrices de pâtes en circuit court. Il y a toute une série, c'est des nouvelles cultures, et donc il n'y a pas de filière derrière pour traiter ces cultures, et donc il y a toute une logistique à mettre en place. Les moulins ne sont pas les mêmes. Enfin voilà, il y a toutes des choses à développer. Et donc, oui, on démarre de zéro et le développement de la filière derrière fera que ça prenne plus ou moins de l'ampleur ou pas, quoi. Bruno, tu voulais réagir aussi tantôt, je pense? Oui, j'avais une question pour Guillaume. Est-ce que tu penses, comme moi, qu'il est urgent qu'on desserre l'étau sur les techniques de sélection utilisées dans les espèces cultivées? Donc, clairement, sur la possibilité d'utiliser la nouvelle technique de sélection. Et si tu penses ça, ma deuxième question, c'est que fais-tu ou que faites-vous, scientifiques wallons, pour essayer que ce dossier avance? alors, c'est assez facile à répondre au niveau wallon, hein. Donc, la première question est difficile, la deuxième est facile. Au niveau wallon, il y a un tel consensus ou une telle pression mise sur les OGM que nous, scientifiques dépendants des ministères, nous est interdit de même presque prononcer ce nom, et on n'a aucune chance de déposer un projet avec ces techniques qui seraient susceptibles d'être subventionnées. Donc, Et penses-tu que ça pourrait être la solution pour adapter les plantes cultivées actuellement plus rapidement à l'évolution du climat et à la disparition de molécules qui nous finalement nous rend sensibles à tous les insectes et oui, maladies? c'est ça. L'évolution du climat, à mon avis, c'est beaucoup plus difficile à faire parce que là, tu es sur des caractères qui sont très, très nombreux et qui sont tous en interaction les uns avec les autres. Donc, on n'identifiera jamais le gène de résistance à la sécheresse, ça n'existe pas, hein. C'est un ensemble de caractères qui permettent une meilleure tolérance. Mais il n'y a pas un gène comme ça qui sera un gène majeur de résistance à la sécheresse, je n'y crois absolument pas. Et par contre, ta question va plus se poser, par exemple, pour les problèmes de virus et de tolérance au virus, que ce soit en betterave, que ce soit en orge. On voit bien qu'on commence à avoir des variétés de tolérance, mais si on prend par exemple, je n'en ai pas parlé, l'avoine est une magnifique culture au niveau rusticité, c'est vraiment une culture qui est très peu demandeuse en intrants et qui pourrait très bien convenir en bio au plein de système. Mais son gros problème, c'est qu'elle est très sensible à la jaunisse naissante. Donc, si on pouvait transférer les gènes de tolérance qu'on voit actuellement chez les orges sur les avoines, on gagnerait 30 ans de sélection, enfin 20 ans de sélection certainement. Mais oui, donc là, oui, fixation de choses-là, c'est des choses ponctuelles qui. Mais l'augmentation de la qualité, l'augmentation du rendement, l'augmentation de la résistance à la sécheresse, là, par contre, ce sera beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus complexe. Et là, il vaut beaucoup mieux continuer à faire de la sélection classique en se mettant dans les situations les plus diversifiées et en sélectionnant vraiment les variétés les plus adaptées. Il y a Alice Soutz qui voulait réagir. Alice? Merci Hélène. Salut Guillaume. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Guillaume. Je voulais juste ajouter une chose. C'est que, par rapport au financement de projets de recherche en lien avec les nouvelles techniques de sélection, on avait quand même pu travailler in illo tempore sur la cisgenèse dans un projet de recherche qui a été financé par le gouvernement, enfin le SPW. Tout à fait. Et moi, l'avis que j'ai toujours voulu, que j'ai toujours défendu par rapport à tout ça, c'est que finalement, c'est pas tellement sur les techniques de sélection qu'il faut discuter, mais plutôt sur les objectifs de sélection en lien avec les techniques utilisées. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, et c'est sûr que on ne pourra pas tout faire et tout obtenir en se privant de certaines techniques, quoi. Ça, c'est clair.
Merci. Donc, il faut se reposer la question de la mutagénèse alors. Les nouvelles techniques de sélection sont des techniques de mutation dirigées de manière très très précise en fait. Hein. Mais pour le moment, ces techniques-là ont été assimilées à des OGM, alors qu'en réalité, ça n'a plus rien à voir avec les premiers OGM qui ont été créés. Et que par contre, les techniques de mutagénèse très très peu dirigées, que sont qui existent et qu'on utilise depuis des années dans certaines cultures et qui ont produit des végétaux qui sont cultivés, qui sont consommés dans beaucoup de régions du monde, y compris en Europe. Donc on utilise des techniques d'irradiation par des rayons radioactifs ou des techniques de transformation chimique par des agents chimiques très très agressifs qui provoquent du coup des mutations, mais d'une façon complètement aléatoire. Eh ben, ça c'est encore autorisé. Donc c'est vrai que la législation européenne n'est pas du tout à la page par rapport à la précision des biotechnologies qui sont existantes aujourd'hui. La loi n'évolue pas du tout en lien avec ce qui existe, quoi. Et autant les politiques ont écouté les scientifiques s'agissant du coronavirus, autant s'agissant de la recherche d'une alimentation plus abondante pour l'avenir, parce que Dieu sait s'il y en aura besoin, les scientifiques ne sont pas écoutés. C'est vrai. Est-ce que vous n'êtes pas en questionnement, Guillaume et Alice, par rapport à cela? Ben, je te remercie vraiment de faire cette observation, parce que moi, c'est vraiment une observation que je me suis fait. Ça fait des années que nous, on n'est absolument pas écoutés, même on nous demande jamais rien, hein, absolument rien sur aucun sujet. Et quand j'ai vu comment les politiciens avaient demandé l'avis, comme Marius Gilbert et d'autres que j'apprécie énormément, ben, je me suis dit, waouh, ça, c'est au moins, c'est pour la première fois depuis des années, voire des décennies, on redemande l'avis de scientifiques, et c'est bien. Et je me suis demandé si, une fois l'épisode Corona passé, si on verrait des agronomes à la télé, et si on va demander aux agronomes aussi leur point de vue sur la problématique des OGM, du Roundup, des produits phytopharmaceutiques, toutes des choses sur lesquelles on n'a jamais demandé notre avis. Je crois que c'est quelque chose à absolument creuser. Il faut que vous retrouviez votre place au niveau de l'écoute politique. Si je peux me permettre, Guillaume, on ne vous demande pas votre avis, mais vous pouvez le donner quand même. Ils s'en foutent. Moi, je donne à toutes mes réunions. Je n'ai pas l'habitude d'avoir une langue de bois. Les gens qui me connaissent le savent. Non, mais je veux dire, au-delà d'une réunion, de vous grouper entre scientifiques wallons et de faire des démarches. Ça se fait en Flandre, hein. Ça se fait dans d'autres pays. Et voilà, ce sera peut-être payant à long terme. Ce n'est pas aujourd'hui, mais en Wallonie, il y a beaucoup de frilosité du côté scientifique, me semble-t-il. Je vois que Olivier Mailleux veut réagir. Olivier. Oui, voilà. Je voulais réagir par rapport à la présentation que je trouvais très bien faite, Guillaume. Félicitations. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, j'ai quand même une réflexion, une question. Parce que de manière générale, moi, je trouvais, et c'est vrai qu'il y a des exceptions, que... Moi, j'ai mal à la tête. C'est trop fort? Ok. Oh, tu peux diminuer le son de ton PC, à mon avis, Étienne. Oui, mais c'est mon téléphone. Non, moi, je t'entends bien. Comme ça va? Oui. Donc, je trouvais en fait que de manière générale, le changement climatique avait plutôt un effet bénéfique sur les cultures. Je ne sais pas si c'est ton avis. Excepté, on en a parlé, le colza et sûrement certains légumes, voire le lin, avait plutôt un effet bénéfique. Moi, ce que je trouvais quand même super interpellant, c'est peut-être là qu'il faut surtout se pencher, c'est sur l'arrivée d'un cortège de nouveaux ravageurs ou un renforcement des ravageurs
et effectivement de moins en moins de moyens de lutte et parfois une mauvaise maîtrise de la lutte puisqu'on ne connaît pas toujours ces nouveaux ravageurs. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas faire très clairement un plaidoyer par rapport à cette lutte, ces moyens de lutte contre les ravageurs? Il y a plusieurs questions, Olivier, dans ta question. La première, c'est est-ce que ce n'est pas plutôt bénéfique dans nos conditions le réchauffement climatique? Et ça, c'est exactement ce que j'ai écrit dans le dernier livre blanc, de dire qu'il faut qu'on se rende compte qu'en Wallonie, on a énormément de chance par rapport à d'autres régions du monde, ou même simplement d'Europe, et que vu les sols qu'on a, vu aussi le fait qu'on était quand même quelque part, on n'était pas à l'optimum au niveau ensoleillement, on n'était pas à l'optimum au niveau température pour beaucoup de cultures. C'est vrai que actuellement et dans les prochaines années, on a plutôt un effet positif qui est sans doute plus fort que les effets négatifs actuellement sur des cultures comme les céréales. Maintenant, il faut voir aussi comment ça va. Si ça continue à monter, même pour nous, ce ne sera pas bon. On voit les sommes de température maximale, là, les records qu'on n'arrête pas de battre. Si maintenant on a des 43 degrés, comme j'ai dit, au 10 juin, on va tout de suite voir que le réchauffement n'est pas si bénéfique que ça. Mais c'est clair que pour le moment, comme par exemple les Russes en Sibérie, ils vont découvrir justement des grandes terres agricoles qu'ils ne savaient pas cultiver par le passé. Donc ça, c'est clair qu'on n'est pas à égalité face au réchauffement. Et il y a des régions du monde qui sont, ou même de France, qui sont bien plus à plaindre que nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième question, c'est que clairement, avec le réchauffement, on voit que les insectes sont de plus en plus… Enfin, si on doit lister ou prioriser les problèmes, c'est sûr que les insectes qui n'étaient pas si importants que ça par rapport aux champignons prennent beaucoup plus d'importance. Et ça, on aurait pu s'en douter parce qu'il suffisait d'aller dans le sud de la France. Et dans le sud de la France, les problèmes de septoriose ou d'autres maladies ou d'oïdium étaient beaucoup moindres. Mais par contre, les problèmes d'insectes sont beaucoup plus importants. Quand on va à un climat continental, c'est toujours le cas. Les insectes sont bien plus adaptés à ces climats continentaux. Les maladies sont plus adaptées au climat océanique. Donc, ça, c'est une vérité. Moi, les insectes, pour eux-mêmes, ne me font pas trop peur. C'est vrai qu'il faut garder des outils, mais ce qui me fait peur, moi, c'est les virus qui sont véhiculés par les insectes. Ce n'est pas parce qu'on est dans la période Covid, mais j'ai beaucoup plus peur des virus que des insectes. Alors, bien sûr, on ne sait pas lutter contre le virus autrement qu'en tuant le vecteur qui est l'insecte. Donc, on a besoin de garder et même peut-être de redévelopper des outils de protection des cultures. Et pour revenir à la question j'étais étonné tantôt qu'on me parle pour les insecticides, qu'on me parle du colza. Parce que ça, c'est vrai que les néonicotinoïdes, son retrait en colza, je pouvais le comprendre vu que c'est quand même une plante qui fleurit et qui draine quand même pas mal d'insectes utiles. Je m'attendais à cette question pour les betteraves. Moi, je m'attendais, vu cette année, avec les problématiques de virus qui ne font qu'augmenter depuis 2 ans, depuis qu'on a limité, voire maintenant on va retirer les néonicotinoïdes des betteraves. Bon, là, ce n'est pas une culture qui fleurit. Donc là, la question est beaucoup plus légitime. Est-ce que vraiment, au niveau environnemental, est-ce qu'on est gagnant dans la situation actuelle par rapport à celle d'il y a 3 ans? Mais pas du tout. Si maintenant la plupart des champs de betteraves ont été traités 2 à 3 fois avec un pyréthrinoïde ou un autre insecticide au pulvérisateur, parfois aérienne, au mois d'avril et mai, c'est-à-dire quand il y a tous les auxiliaires, quand il y a les gens qui se promènent dans les champs, surtout cette année en confinement, est-ce que là, on est gagnant par rapport à utiliser des semences enrobées d'un insecticide? Je suis sûr que non. Et je me définis plutôt comme un environnementaliste, mais là, je ne comprends pas comment on ne fait pas le bilan et se dire qu'est-ce qui vaut mieux pour l'environnement. Et pour moi, c'est très clair. La meilleure solution pour l'environnement, si on veut garder les betteraves, et je pense qu'il faut les garder, c'est vraiment d'utiliser des insecticides de semences qui vont être enfouis dans le sol et qui… Moi, j'attends toujours de voir les études qui me montrent que les enrobages d'insecticides sur les semences de betteraves tuent des abeilles. Je n'ai pas encore vu. Oui, tout à fait d'accord. Henri, tu voulais réagir? Ton micro est coupé.
Mais derrière ça, je voulais ajouter que c'est vrai que ça ouvre toute une série d'opportunités à de nouvelles cultures. C'est vraiment intéressant. On a essayé du tournesol il y a 25 ans, ça ne marchait pas. Et on voit qu'effectivement, maintenant, tu arrives à quelque chose. Donc, voilà, tout n'est pas négatif, je dirais. Bon. Maintenant, faut Même savoir. s'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas toujours. Moi, je me suis permis de montrer le tournesol, pas seulement parce que j'y crois, mais parce qu'en fait, on n'a pas que cet essai-là. En fait, dans le nord de la France, il y a eu pas mal d'essais ces 2 dernières années. Donc, la plupart ne sont pas encore publiés. Mais nos collègues experts en France arrivent à la même conclusion que moi. Hein. Le tournesol va arriver. Le tournesol a toutes ses chances, même dans le nord de la France, et donc en Belgique aussi. Oui, Olivier, Ouais. je voulais réagir par rapport à ce que tu viens de dire, parce que croire que les cultures ont bénéficié du réchauffement climatique, je pense que certains industriels, les sucriers, hein, les chicorées, les producteurs de pois et de lin, pour ne citer qu'eux, ont cru ça à un certain moment. Et en tout cas, dans notre secteur, ils sont retombés de très, 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 très haut. Parce que les rendements en chicorée sont catastrophiques dans la région SBI liégeoise. Les rendements en betterave, ben écoute, j'ai le betteravier français ici. Si je t'engage à regarder, et Bruno sait de quoi je parle, de regarder la carte de France avec les rendements dus non seulement à la sécheresse, mais aussi au virus de la jaunisse, et ainsi de suite. Et donc finalement, ce sont les risques riens qui ont considéré que l'agriculture allait bénéficier de ça, et nous, les risques tout, eh bien, finalement, aujourd'hui, on paye le prix très fort de ce réchauffement climatique et d'une absence vraiment de possibilités de réaction. Et donc, moi, je suis très mitigé par rapport à cette idée que je l'ai cru à un moment, il y a 4-5 ans, je me suis dit les rendements en betterave, en chicorée vont augmenter, ça va aller canon, mais c'est complètement l'inverse. La volatilité du climat nous fait qu'on est en pleine incertitude par rapport à l'avenir de toutes ces cultures. À Guillaume, je voudrais lui demander, je ne sais pas où il est, je ne le vois plus, oui. Je suis là. Oui, voilà. Guillaume, moi, en ce qui me concerne, et je parle en tant qu'agriculteur, pour moi, la meilleure résilience pour les agriculteurs, c'est d'abord d'augmenter le nombre de cultures pour répartir le risque sur son exploitation, et deuxièmement, de ne pas hésiter non plus à cultiver des cultures qui ont un facteur de récupération possible. Je pense à la betterave, par exemple. La betterave, la chicorée, les céréales, hein, évidemment, ça sont des cultures qui démarrent, qui ont des cycles longs. Hein, que le lin, les pois, par exemple, ça, je parle des pois de conserverie, qui sont des cultures de 90 jours ou 100 jours, ben ça, à partir du moment où tu as une sécheresse, c'est foutu, quoi. Donc, finalement, je pense que voilà, la meilleure chose pour les agriculteurs, à mon sens, c'est de répartir les risques. Et de ne pas s'engouffrer dans quelques cultures qui ont l'air très sexy. Je pense à la pomme de terre, par exemple, mais qui peuvent se révéler des casse-têtes, finalement, pour l'économie d'une exploitation agricole. Je pense qu'effectivement, tu étalonnes aussi le risque financier parce qu'on voit que les prix des marchés fluctuent énormément. Et donc, en cultivant différentes cultures, tu échelonnes ton risque au niveau agronomique, mais aussi au niveau économique. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir? Je voulais simplement répondre par rapport aux betteraves, effectivement, et tu y as répondu presque illico presto, c'est que c'est vrai que c'est une culture qui a vraiment souffert cette année, et bon, on en a parlé, hein, les problèmes de pucerons, de viroses, etc. Je crois que ça, c'est vraiment le gros problème cette année. Mais on a quand même vu que c'est une culture qui peut rattraper. Et alors, bon, évidemment, pour les arrachages précoces, c'était un peu difficile. Mais je pense que c'est encore une culture qui chez nous, même en période difficile et de sécheresse, peut quand même nous offrir un rendement assez correct. Si on enlève le problème de pucerons. Monsieur Labi, vous vouliez aussi réagir? Tout à l'heure, au début de l'exposé, vous avez parlé du triticale, qui est une céréale qui a d'énormes potentiels de rendement.
Il y a plus d'une dizaine d'années, on en a cultivé quelques hectares pour un grainetier, parce qu'il y avait un débouché. On a perdu ce grainetier, le débouché était perdu, on a arrêté cette culture. Et déjà à ce moment, moi j'étais persuadé qu'il y avait un avenir parce que le potentiel de rendement était déjà au-delà de 1000 kilos par rapport à un blé dans les mêmes parcelles. On a perdu le lieu de vente, on a perdu le débouché, on a arrêté cette culture. Ok, cultiver du tricage, je veux bien faire. Du seigle hybride, ok, mais il me faut un débouché. Et on est prêt à produire. Donnez-nous une rentabilité et on va produire tout ce que vous voulez. Nous sommes hyper performants au point de vue changement technologique et on s'y mettra. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas moi qui vais mettre en place la filière. Non, ce n'est pas à vous, mais c'est une constatation que je vous soutiens tout à fait. Et c'est clair que pour moi, je me suis souvent posé la question ces dernières années, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas plus de triticale en Belgique? Bon, par mon boulot, j'ai pas mal été aussi dans les pays de l'Est, qu'on voit dans les pays baltes, ou qu'on voit en Scandinavie ou en Pologne, et on voit que le triticale et le seigle sont beaucoup plus répandus et fonctionnent très très bien. Donc la question c'est effectivement pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de triticale? Je l'ai posé au CETA du Condro encore cette année, l'année passée. Et je ne sais pas si c'est les exposés et la présentation des résultats, mais si vous demandez à la SCAM, ils n'avaient pas assez de semences cette année pour les variétés triticales parce que tout a été vendu. Et il y en a cette année du triticale dans le Condro, et ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Donc ils vont essayer, mais c'est vrai qu'il faut mettre la filière, mais voilà, c'est la question de l'œuf et de la poule. Hein. Qu'est-ce qui vient d'abord? Maintenant, on a les outils. Jusque maintenant, le négoce qui réceptionnait le triticale le mélangeait scandaleusement au froment. Ça veut dire qu'il faisait baisser inévitablement la qualité. Et donc, il nous disait après, oui, mais le froment, ça ne va pas. Mais s'il y a du triticale dedans, c'est encore pire. Hein. Ouais. Donc, le problème, c'est qu'en Wallonie, les débouchés du blé, c'est Biomass et c'est l'usine de Gand aussi pour faire de la bioénergie, du bioéthanol. On vend très peu aux usines d'aliments, finalement. Ouais. Et si demain, on a davantage de triticale, ben, il faudra séparer le triticale pour le vendre vers les porcheries. Mais le problème, c'est qu'il y a peu d'acheteurs d'aliments triticales chez nous pour refiler au port. C'est toujours pareil. La Wallonie sait produire, la Wallonie ne sait pas transformer. Ah oui, Étienne, mais pardonne-moi de te le rappeler, on s'est battu pour essayer de produire des blés de qualité et il n'y a pas moyen de les commercialiser, d'avoir un bonus financier. Alors, le problème, ce que tu viens de dire, c'est les négociants dans notre région veulent bien réceptionner du triticale, mais ils disent s'ils vont en biomasse avec, il faut 76 hectolitres, une humidité en dessous de 14,5-15 et un taux de protéines de 11,5. Je pose la question à Guillaume, le triticale, il fait combien en protéines? Il est moins bon que le froment. Il descend un petit peu. Ah oui, voilà. Et donc, un point en moins, souvent, je crois. Il faudrait que Georges confirme, mais il n'est pas là, je crois. Il était là, mais je pense qu'il est parti. Pour répondre à Étienne, comme il y a eu une pénurie, c'est pas dû au. Allez, je veux dire, le triticale, on l'utilise quand même beaucoup en alimentation animale, je veux dire, plantes entières ou pour le biomasse. Et est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a eu un peu une pénurie? On a parlé tout à l'heure de pénurie de semences et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas cette orientation-là actuellement? Pas plus. Okay. Je ne connais pas assez la culture. C'est très confidentiel, hein, ce qui passe en ensilage et en biomasse, je pense. Oui, ok. C'est là où il y a du bétail, donc je ne pense pas que ça représente grand-chose. Mais bon, je crois, Henri, contrairement à ce que tu penses, je crois que le négoce a compris aujourd'hui qu'on doit aller vers la qualité, sans quoi demain, je te l'ai déjà dit, on incorporera de plus en plus de blé allemand ou français à biomasse parce que nos blés ne seront pas richassés. Donc, je crois que on a des signaux positifs aujourd'hui pour aller vers davantage de protéines. Ce sont des signaux encourageants. Et s'agissant du triticale, ben, c'est dommage de le mettre en circulation si le négoce n'a pas la valorisation. Si c'est pour de nouveau pénaliser la qualité du blé, franchement, c'est vraiment dommage. Mais je crois qu'ils ont compris quand même. En tout cas, on fait ce qu'il faut pour qu'ils comprennent. Sylvie, tu voulais peut-être ajouter quelque chose?
Oui, ben, moi je livre dans 4 usines d'aliments. Si on trouve Ah, quelqu'un vous a coupé votre micro, monsieur Labi. Moi, Sylvie. Oui, oui. Voilà. Je disais, si on trouve un grain triticale dans une livraison de blé, je livre dans 4 usines de fabrication d'aliments, bétail. Le chargement est d'office refusé. Et Sylvie, donc maintenant, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, désolée, moi je change un peu de sujet. Enfin, je reviens un peu au sujet de base et je profite donc, on a un intervenant du CRA. Je voulais savoir si, au niveau du CRA, vous vous intéressez plus aux mycorhizes et à... Bon, voilà, vous avez bien présenté l'impact du climat sur l'évolution des rendements, Oui, l'évolution des maladies, etc. Est-ce qu'on s'intéresse à la dynamique des mycorhizes, puisqu'on sait que les mycorhizes participent quand même très, très largement à la résistance des plantes aux maladies, aux ravageurs. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des données là-dessus. Les données, je ne les ai pas. La réponse, oui. La réponse, c'est oui, tout à fait. Même dans ce bâtiment-ci, en fait. Mes collègues directs, donc il y a Brieux Hardy, il y a Fabienne Delporte, travaillent sur les mycorhizes pratiquement à temps plein avec leur équipe de techniciens. Donc oui, il y a de la recherche sur les mycorhizes qui est faite d'ailleurs en partenariat avec les universités. C'est un sujet super important, mais c'est un sujet qui demande, je pense, au départ des spécialistes. Moi, je suis plutôt généraliste, mais c'est clair que quand on a des projets où on sait que quand ils auront les hypothèses, je leur ai déjà dit, venez les tester sur nos essais et on essaiera de travailler ensemble. Les mycorhizes m'intéressent énormément, j'en suis convaincu aussi que c'est un très bon sujet. Oui, on travaille dessus, mais par contre, je n'ai absolument pas les données. Et même si je les avais, je crois que je n'aurais pas le droit de diffuser des données qui ne sont pas les miennes. Oui, d'accord. Là, pour un prochain sujet pour une assemblée sectorielle, je vais laisser Alice Sout du CRA poser sa dernière question. Oui, je voulais réagir par rapport à la question de Sylvie Laspina. On a déjà travaillé, enfin mon collègue Vincent César a déjà travaillé sur l'utilisation de mycorhizes dans le cadre de la lutte contre le mildiou de la pomme de terre. Les résultats n'ont pas été très concluants, mais enfin, il y a quand même encore des explorations qui se font aussi sur la stimulation des défenses naturelles des plantes, etc. Donc oui, effectivement, on y travaille également. Ouais. Bien. Merci beaucoup. Peut-être pour conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est si vous avez des sujets pour les prochaines assemblées sectorielles. On a parlé des mycorhizes, mais ça peut être d'autres sujets. N'hésitez pas à nous en faire part maintenant ou par la suite par mail ou par le chat. Comme ça, avec Marc. Suite à la discussion qu'on a eue ici, où on a eu effectivement beaucoup d'éléments techniques qui ont été présentés, je pense que ce serait intéressant peut-être d'amener les acteurs des filières, justement les négociants, etc., à voir un petit peu dans toutes ces nouvelles cultures, toutes ces opportunités, quel est leur point de vue. Donc on est plus sur un dialogue filière maintenant qu'on a vu qu'il y avait des opportunités techniques, qu'il fallait qu'on diversifie. Voilà, je pense que ce serait peut-être utile aussi d'essayer de confronter un peu les avis sur cette dimension plus filière et des opportunités qu'on pourrait saisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vas-y, Étienne. Oui, merci, Emmanuel. Le problème que nous avons chaque fois que nous avons réuni des négociants, enfin le négoce, en réunion, on constate que c'est plus ou moins un silence radio. Ils ont tous des déclarations de bonnes intentions, mais ils ne veulent jamais vendre leur mèche. Tu vois? Et c'est là le problème qu'on a eu au départ, en fait. Cependant, que quand tu les vois en particulier, alors là, bon. C'est du business. Mais ne fût-ce que d'avoir le point de vue sur l'opportunité de la chose ou pas. Mais bon, voilà, on en rediscutera. Mais je pense que c'est un sujet, en tout cas, le partage du risque, la gestion du risque et la diversité de ce qu'on peut essayer, c'est des sujets importants. Peut-être qu'on doit discuter en dehors d'une assemblée sectorielle, je suis d'accord avec toi. D'autres réactions? Je propose alors doucement de conclure.
Un tout grand merci à Guillaume pour sa présentation très complète et très riche. J'ai un intervenant qui m'a demandé si on pourrait annexer la présentation en format PDF, par exemple, au PV, si tu n'y vois pas d'objection. Je rappelle que la présentation aussi était enregistrée, qu'on pourra envoyer le lien à ceux qui n'étaient pas présents ou qui ont dû partir plus tôt. Oui, tu peux peut-être nous envoyer la présentation comme ça, un peu en PowerPoint. Comme ça, on le met dans les archives et c'est très bien. Je dis en PDF, mais comme ça aussi, on ne sait pas extraire les données et les sortir de leur contexte. Et donc, souvent, on les envoie plutôt en PDF. Mais ça sera consultable sur un écran. C'est bien, d'accord. Ce qui est bien, c'est que contrairement à ce que Guillaume disait, la recherche est publique, donc elle nous appartient aussi. Oui, moi, j'ai absolument rien sur le fait qu'on utilise mes photos ou mes graphes. Ils sont faits pour être utilisés. C'est vrai que je suis payé par les deniers publics, donc j'ai pas ce problème-là. Il faut juste pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Voilà. Mais sinon, vous pouvez avoir, vous voyez, il y a de nombreuses photos. Il y en a quelques-unes, il y en a 2, 3 qui ne sont pas de moi et je l'ai écrit dessus de qui elles étaient. Toutes les autres sont de moi et je n'ai aucun problème à les mettre sur le service public. Et en tout cas, moi, ce que je peux m'engager, c'est qu'au minimum, par rapport à ce que vous avez à dire, donc on a cette initiative, c'est la grille sur la factualisation scientifique de toute une série de questions polémiques. Et donc, on essaiera de valoriser aussi au maximum vos recherches à travers ça. Merci. D'autres interventions? On conclut la réunion. Moi, je voudrais alors remercier Hélène, Marc, Christine et toutes les personnes du collège qui ont organisé ça, ainsi que tous ceux qui sont restés jusqu'à 20h46 quand même. J'avais dit à Hélène 1h30, ça fait 3 heures. Voilà, c'était intéressant. Merci en tout cas pour votre dynamisme et l'organisation. Ouais. Merci à vous d'être venu ce soir et d'avoir resté jusqu'au bout. Sectoriel, donc je vais encore boire une bière aujourd'hui avec ma femme avant d'aller dormir. Allez, bonsoir et merci à tout le monde et merci pour la réunion. Salut, merci, à bientôt. Bonsoir à tous, à bientôt et bon appétit. Oui, bon appétit. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Encore un tout grand merci, Guillaume. De rien, Hélène. Vous avez fait ça très bien, je trouve. Ça s'est bien passé, je trouve. Donc, intéressant. Et on a eu ici, vraiment à la toute fin de l'exposé, il y a quelques personnes qui sont parties visiblement dîner. Mais sinon, on a eu jusqu'à un pic de jusqu'à 58 personnes présentes en même temps. Tu as des graphiques et tout. Non, c'est moi qui ai noté à la main levée quand j'ai vu passer des gens. Non, on ne sait pas sortir les statistiques de visionnage. Ah ouais, parce que... Donc, je confirme, 58 personnes. Et dans le chat, on a eu vraiment eu que des réactions positives. Donc, un tout grand merci. Je pense que c'était vraiment intéressant et c'était très documenté et très illustré. Donc, c'est toujours agréable d'avoir des slides hyper chargés. Ça va me servir aussi, hein, parce qu'en fait, c'est notre problème, c'est d'avoir toujours la tête dans le guidon. Et là, je dois dire que je l'ai préparé. Ça faisait longtemps que je n'avais plus préparé une présentation comme ça en mettant autant d'heures. D'habitude, je travaille 2 jours. Là, j'en ai bien travaillé 7. Mais c'est tellement... J'étais frustré de savoir qu'on avait des données intéressantes, mais ne pas pouvoir les mettre en valeur et ne pas pouvoir sortir les relations, les interactions, les corrélations entre ce qu'on observe et les données. Puis je pense que c'est urgent de le faire, je pense. On a très peu de données terrain qui appuient le réchauffement ou qui dit voilà, on en est là. Donc nous, on a la chance d'en avoir par notre boulot. Il faut qu'on les sorte. Après, les gens ne l'utiliseront pas, mais il faut qu'elles soient disponibles en tout cas. La difficulté, tu étais encore quelqu'un de très généraliste de par tes essais variétaux et tu testes plusieurs cultures, mais c'est vrai que parfois on a des chercheurs qui sont très calés dans un domaine et pouvoir s'extraire, tu as fait un travail énorme de collecter chez chaque chercheur du CRA les données.
Certains auraient voulu la même collecte pour le bio et ce genre de choses, mais voilà, ce n'est pas un exercice qui est facile parce qu'effectivement, il faut prendre un peu de hauteur et aller demander des infos à droite et à gauche. C'est même pas, en fait, je crois que le problème, c'est que ce n'est même pas possible d'avoir une telle quantité d'informations. Il y a nettement moins d'essais qui sont réalisés ou depuis nettement moins longtemps. Si tu veux évaluer les maladies, les insectes, ben, en bio, tu vas te retrouver avec presque rien. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et en même temps, toujours vouloir cette dichotomie, je veux dire, entre mes essais non traités, des essais officiels non traités, ils sont tous non traités, hein, sans régulateur, sans fongicide, les VCU, hein, et le bio, au niveau des maladies et des insectes, et des précocités, et des maturités, et des résistances à l'inverse. Il faut arrêter de toujours croire que le bio est complètement différent, que c'est d'un autre monde. C'est pas... Moi, je sais qu'on m'a presque interdit de travailler sur le bio quand ils ont créé la cellule bio parce que j'étais étiqueté conventionnel. Mais avant d'être conventionnel, ou je ne sais pas si je suis conventionnel d'ailleurs, je suis d'abord phytotechnicien, je suis un peu phytopathologiste amateur, je suis entomologiste amateur, et toutes ces choses-là, que ce soit du bio ou pas, ça ne change rien. Hein. Mais si je peux prendre le bio, c'est plutôt le travail du sol. De la réunion, Christine. Oui, on continue d'enregistrer. Je suis des essais qui sont